Et dans la même thématique, je donne la parole à Madame Anne Boyer, chargée de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en France, pour nous parler un petit peu de la stratégie numérique de l'enseignement supérieur français. À vous la parole. Merci beaucoup. Donc, pour faire suite à tout ce qui a été dit précédemment, et en particulier par le fait qu'un certain nombre, je ne sais pas où par le fait qu'un certain nombre d'exposés précédents ont mis en évidence que le numérique au cœur de l'éducation était devenu un incontournable, soit pour des raisons de massification de l'enseignement, soit pour des raisons de personnalisation de l'enseignement également. L'UNESCO a fait savoir que si on voulait être capable en 2025 d'accueillir tous les étudiants qui étaient prévus, il faudrait construire une nouvelle université tous les 8 jours, capable d'accueillir 30 000 étudiants. Je doute que qui que ce soit ait cette capacité-là. Le numérique sera un moyen de régler, ou au moins d'aider à régler cette situation. La deuxième chose, c'est que la société elle-même évolue, que de nouveaux métiers émergent, que les métiers existants évoluent, que de nouvelles compétences sont attendues et que chacun d'entre nous doit être à même de pouvoir acquérir ces nouvelles compétences, de se former et retourner tout au long de sa vie en lien avec l'apprentissage. Et puis, ça a été dit aussi dans un exposé précédent, et je viens d'une région particulièrement touchée pour pouvoir en témoigner, il y a actuellement une crise sévère qui touche un certain nombre de secteurs économiques qui sont censés se restructurer. Il faut pouvoir évoluer, changer de métier et retourner à l'université ou être capable de reprendre un certain nombre d'actions est fondamental. Alors parmi tout ça, il m'a été demandé de vous parler de ce qu'est une stratégie numérique de l'enseignement supérieur en l'illustrant sur l'exemple français, et je vais faire suite donc à la conclusion du professeur Benani sur la question. Alors cet exposé va reposer sur une expérience, comme Gilbert l'a dit avant moi, d'une quinzaine d'années au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Ça n'est pas une expérience personnelle, c'est une expérience du numérique à l'intérieur de ce ministère. L'objectif étant de favoriser et d'encourager le développement de la e-éducation avec un certain nombre de projets qui ont été impulsés au niveau national ces 15 dernières années. Certains ont été mentionnés par Gilbert. Je vais compléter en parlant de ceux autour de l'infrastructure avec un certain nombre de plans autour du développement du podcast ou du Wi-Fi qui a permis de mettre l'accent sur ces différents éléments et de veiller que tous ces aspects soient pris en compte dans les universités. La deuxième exemple que je pourrais citer, c'est un cadre national qui a été défini pour les compétences des étudiants au niveau informatique et au niveau numérique, c'est-à-dire pour qu'ils puissent utiliser le mieux possible toutes les nouvelles technologies qui sont mises à leur disposition, toutes ces nouvelles formes d'apprentissage. Encore faut-il veiller à ce qu'ils sachent lire, comme Gilbert vient de le dire, donc en particulier à leur donner les compétences numériques absolument indispensables. Et pour ça, un référentiel a été défini, le certificat informatique et Internet, mais que vous connaissez sans doute puisqu'il a diffusé très largement hors de la France, en tout cas en francophonie, avec aussi une spécialisation de niveau 2 pour une orientation métier et permettre aux étudiants d'acquérir un certain nombre de compétences numériques nécessaires à leur profession future. Et puis, la création des 7 universités numériques thématiques, les UNT, qui ont été soutenues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et bien sûr par les universités. Gilbert vient d'en parler, mais je vais prendre cet exemple-là pour illustrer mon propos. Et la question que je vais me poser dans le cadre d'un contexte d'autonomie, comme c'est le cas en France, mais pas uniquement, où les universités sont autonomes, quelle place y a-t-il pour une stratégie nationale et surtout pour quoi faire ? Alors l'enjeu global que nous partageons tous, enseignants comme personnel du ministère, c'est la connaissance pour tous et la performance globale du système. Alors je ne reviendrai pas sur tout ça a été décrit dans les exposés précédents, bien mieux que je ne pourrais le faire, à propos des besoins des étudiants qui ont changé et qui font état d'un certain nombre de nouveaux besoins au niveau de compléments de cours, de simulation, de tests d'évaluation, etc., mais qui expriment le besoin de garantir que les ressources auxquelles ils vont accéder, que les outils qu'ils vont utiliser sont dignes de confiance, donc
Ils disent, en tout cas dans leurs enquêtes, avoir un grand besoin de qualité et donc de labellisation. Les enseignants, pour les aider à préparer les cours, et également des pédagothèques avec des bases de questions et d'annales qui sont un apport qui permet d'enrichir sa propre pédagogie. Au niveau des établissements, pour le support à la création de formations ouvertes et à distance, mais aussi pour traiter un certain nombre de publics qui sont des publics plus restreints, mais qui sont des publics tout à fait importants et essentiels. Les étudiants incarcérés, parce que malheureusement ça arrive, handicapés, parce qu'ils sont de plus en plus nombreux à arriver à l'université, et salariés, parce qu'on l'a dit, il faut parfois revenir à l'université pour acquérir de nouvelles compétences, ou tout simplement gagner sa vie pour payer sa formation. Il y a aussi un enjeu sociétal et aussi un enjeu au niveau du grand public, comme ça a été dit, avec la formation tout au long de la vie. Et donc, au niveau du ministère, eh bien, un besoin de garantir une égalité des chances pour que tout un chacun, quel que soit le territoire sur lequel il se situe, quelle que soit son origine sociale, puisse accéder à tous ces outils et à toutes ces formations. Et puis, bien sûr, deuxième point important, surtout dans le contexte où nous sommes aujourd'hui, qui est l'ouverture internationale. Le numérique nous permet de nous affranchir de ces frontières, profitons-en pour construire ensemble un certain nombre de collaborations, notamment au sein de la francophonie, mais pas exclusivement. Alors je vais focaliser sur l'exemple des ressources éducatives libres, d'abord parce que j'ai à ma gauche un des initiateurs de ce projet au niveau national français, et que c'est donc sous sa supervision que je vais m'exprimer maintenant, et tout simplement aussi parce qu'aujourd'hui, les ressources éducatives libres ont été remises à l'honneur et sont au cœur des préoccupations internationales, que ce soit au travers des projets de MOOC dont on a parlé, au travers de l'UNESCO qui en 2011, je vous le cite ici et je vous épargnerai mon accent anglais, qui a remis les ressources éducatives libres, Open Educational Resources, au cœur des problématiques actuelles. La déclaration de Paris de l'UNESCO en 2012, avec une déclaration importante à ce sujet-là, et un programme européen. On a parlé de Tempus tout à l'heure, et maintenant d'Erasmus+, avec Open Education, qui a été lancé en septembre 2013. Alors dans ce contexte-là, nous n'avions pas attendu en France 2012 ou 2011 ou 2013, mais comme ça a été mentionné, 2001, le MIT avait lancé l'OpenCourseWare. En 2003, le ministère d'Enseignement supérieur et de la Recherche français de l'époque a initié la création des universités numériques thématiques, ces fameuses UNT dont on parle depuis tout à l'heure, qui sont des réseaux d'universités, d'écoles, organisés de manière disciplinaire, en prenant en compte les grandes disciplines, les 7 grandes disciplines qui sont enseignées dans l'enseignement supérieur, avec des missions, mais pas exclusivement, de production, de labellisation, d'indexation et surtout de diffusion des ressources éducatives. À l'heure actuelle, plus de 23 000 ressources sont librement accessibles partout, par tous, pour être utilisées dans un enseignement ou pour apprendre de manière plus informelle quand on est un étudiant. À ces 7 UNT s'ajoute un ancien campus numérique, IUT en ligne, qui offre des ressources de formation technologique professionnalisantes de niveau L. Une vidéothèque de l'enseignement supérieur, Canal U, offre 12 000 vidéos en libre accès. J'ai inclus à la fin de ma présentation les liens web qui permettent d'accéder à l'ensemble de ces ressources. Ces ressources sont organisées pour en fait les 2 grands publics cibles qui existent, les enseignants, parce qu'ils font offrir aux enseignants un certain nombre de ce qu'on appelle des grains pédagogiques, des animations qu'ils vont pouvoir inclure dans leurs cours, des exercices qui vont pouvoir compléter ceux qu'ils utilisent eux-mêmes, des annales qui vont permettre de donner des sujets différents, et puis pour les étudiants, d'avoir soit des cours complets pour se former en autonomie, soit des compléments, des tests de positionnement, des études de cas, etc. Alors j'ai voulu donner un certain nombre d'exemples, je ne mettrai pas le son qui serait de mauvaise qualité, mais ce qu'il a été permis de faire au niveau national, c'est la création de collections, comme ici une collection d'expériences en physique, toutes réalisées avec du matériel de la vie courante, pour permettre à tout un chacun de les reproduire chez soi, aux enseignants de les faire en cours, avec des fiches pédagogiques qui les commentent, qui les expliquent, explications scientifiques et explications plus grand public, pour permettre aussi à tout apprenant de la société de s'en emparer. Voici les thèmes qui sont traités.
Donc 200 fiches disponibles, je vous invite à aller les voir, c'est assez impressionnant. Mais on l'a dit, nos étudiants ont changé, il faut donc aussi produire un certain nombre de ressources qui leur parlent, qui soient attractives pour elles. Voici, issu du NIT, un jeu de rôle qui est une enquête, sous la forme d'une enquête. Vous êtes un héros de bande dessinée, il y a un homme et une femme, donc chacun peut s'identifier à l'un des personnages, et vous avez un problème, un accident qui est réel, qui a eu lieu une fois dans une entreprise française. Il vous est donné tous les éléments qui étaient à disposition de la police scientifique et vous est demandé de résoudre à l'aide des expériences que vous pouvez mener, à l'aide des informations que vous pouvez collecter, pour savoir pourquoi cette pièce que vous voyez là, brutalement, s'est cassé, sachant qu'en fonction de vos réponses, le scénario évolue et que vous avez des cas différents qui vous permettent de mener votre propre enquête et de voir si vous avez acquis les concepts de base. Je passerai plus rapidement, mais ici, une ingénierie pédagogique autour de l'apprentissage de l'anatomie 3D, quelque chose qui n'était pas possible d'implanter facilement dans des amphis en présentiel, avec une méthode pédagogique qui n'est pas tout à fait récente et qui part d'éléments simples comme des tubes, des cylindres, des parallélépipèdes, etc., et qui reconstruit les différents organes du corps humain. Toutes ces ressources sont libres d'accès, réutilisables à volonté, et me rendent même pour l'ex-mécanicienne et actuelle informaticienne que je suis, l'anatomie compréhensible. Une étude de cas filmée parce qu'il existe un certain nombre de disciplines transversales pour lesquelles les matériaux ne sont pas toujours forcément disponibles. Nous avons ici une enquête dans le cadre des ressources humaines qui est une situation réelle qui a été filmée et avec des acteurs reproduites et puis des illustrations qui viennent émailler le récit ou une situation professionnelle type est raconté, analysé, explicité, de façon à former nos étudiants à une meilleure insertion en entreprise. Donc si je devais faire un bilan de cette action donc nationale, c'est d'abord une mutualisation, bien sûr, puisqu'on a produit une seule fois et on a réutilisé dans de multiples contextes à travers tous les établissements, en France mais aussi à l'étranger, et donc une meilleure rationalisation des coûts. C'est un outil donc d'équité sociale et territoriale. Il y a par exemple des annales de préparation à des concours nationaux, que vous soyez n'importe où, vous pouvez y accéder et les pratiquer. Une garantie d'interopérabilité qui permet que, quel que soit votre contexte dans votre université ou dans votre école, eh bien vous allez pouvoir réutiliser ces ressources simplement. La deuxième chose, c'est l'accessibilité. Il y a un accès gratuit, cela a été dit, et nous avons pu mettre en place une politique de traduction d'un certain nombre de ressources dans des langues étrangères, parce qu'il y avait un intérêt, après, à avoir un travail collaboratif avec un certain nombre d'universités étrangères. Et puis, dans les missions des UNT, il y a l'adaptation des ressources à un certain type de handicap, ce qui permet d'accueillir tous les étudiants, quel que soit leur problème. Une question de qualité qui est au cœur de toutes les préoccupations des enseignants, bien sûr, mais des étudiants dans leur recherche. Donc, ce qui distingue ces répertoires de ressources, c'est en particulier qu'elles ont une qualité garantie par rapport à ce que vous pouvez trouver autrement sur Internet en utilisant votre moteur de recherche préféré. Pourquoi cette qualité? D'abord parce que c'est une production collaborative entre des enseignants issus d'établissements différents. Je crois qu'UNIC impose 3 établissements différents, avec des auteurs qui sont tous des enseignants-chercheurs universitaires et des experts qui, dans le cadre d'un conseil scientifique, vont valider la qualité scientifique, pédagogique et technologique de ces ressources. La troisième chose, et c'est d'un point de vue ministère un point peut-être le plus important, c'est que ces universités numériques thématiques ont été un outil structurant au niveau national. Émergeant de la base, se sont constituées une large communauté d'enseignants qui produisent ensemble, qui partagent des expériences, qui échangent au travers de réseaux sociaux. Ça a permis la mise en place de groupes de travail transversaux, interdisciplinaires, pour la promotion d'outils pédagogiques, pour la production de guides, avec le guide de ce qu'est l'auteur d'une ressource pédagogique, par exemple, des disséminations de bonnes pratiques, etc.
Et donc, en effet de bord induit, eh bien, puisque ces enseignants s'appuyaient sur les services supports de leurs propres universités, une professionnalisation des services avec des outils et des formations mis à leur disposition et qui ont permis de faire une montée de tous les établissements vers un numérique de qualité. Et puis, dernier point, j'ai entendu Monsieur le Vice-président tout à l'heure parler d'intelligence collective, et ça ne peut faire qu'écho à mes réflexions de chercheurs, et on est passé de l'individuel au collaboratif avec une production interétablissement, des ressources pluridisciplinaires, des bases de données d'exercice au niveau national qui sont donc d'une bien plus grande richesse avec des points de vue différents puisque plusieurs enseignants, de nombreux enseignants d'origine et d'établissements collaborent pour augmenter cette banque et des communautés disciplinaires très actives et qui ont trouvé leur écho au sein des OMED au niveau du bassin méditerranéen. On est passé aussi de l'individuel au collectif. La mutualisation n'est plus devenue une question, mais est devenue une règle. Des points de vue différents ne s'affrontent pas, mais au contraire s'enrichissent mutuellement. Je pense à des ressources particulièrement dans le domaine du droit, où les différents points de vue du droit sont mis en avant et permettent aux étudiants d'acquérir un esprit critique. Des ressources à usage restreint ont pu être créés, comme un glossaire du développement durable en langue des signes, et puis des ressources dans des domaines rares ou pour des domaines de non-spécialistes. Une des ressources les plus utilisées, c'est l'anglais médical qui prépare nos étudiants de santé à la mobilité. Et puis, avec un peu de fierté, j'ai envie de dire que c'est un ensemble unique et plutôt remarqué. L'impact, ça a été de transformer ces ressources en plateformes de services. C'est ce qui a été fait. On a parlé des MOOC, à partir de ces réservoirs de ressources en particulier que sont les UNT, il y a eu la possibilité de manière très réactive et à moindre coût de créer un certain nombre de MOOC de grande qualité et répondant à des objectifs pédagogiques particuliers. Vous avez vu l'anatomie. À partir des quelques centaines de ressources d'anatomie, un MOOC a été lancé il y a maintenant une quinzaine de jours qui permet de former des personnels d'accompagnement à la santé à la base de l'anatomie. Ça a été fait à moindre coût et de manière assez efficace, ou en statistiques appliquées pour fournir à tous les étudiants, quelle que soit leur discipline, non pas les connaissances mathématiques sur les statistiques, mais comment utiliser les statistiques dans leur propre pratique. Et puis, Henri Verdier, qui est actuellement après avoir été responsable de Cap Digital, le pôle de compétitivité numérique en France, s'occupe de l'open data au niveau gouvernemental, a dit qu'il fallait exploiter la puissance créatrice de la multitude et tel était l'enjeu pour demain. Eh bien, nous avons exploité, si je peux dire ça, nos étudiants, puisqu'ils produisent aussi, sous le contrôle d'enseignants, des ressources mises à la disposition de tous. Autour de ce plan-là, qui a permis un certain nombre d'actions, et notamment cet effet de levier à partir de la base des enseignants qui se sont organisés, ont été mis en place des actions nationales de soutien, par exemple à la production audiovisuelle, mais d'autres existent, avec la création, il y a 2 ans maintenant, d'un festival du film universitaire pédagogique, qui permet à la fois de montrer ce qu'est la production audiovisuelle de qualité, de la valoriser et de la faire connaître pour un plus large usage, et je tiens avec un peu de fierté quand même à le dire, que les prix ces 2 dernières années de ce festival ont été couronnés par les prix européens. Les 2 derniers grands prix ont été obtenus par des productions françaises. Autour de cette mise en vitrine, sont organisées des rencontres professionnelles qui permettent à la fois aux producteurs des différents établissements, qui sont souvent isolés, de se rencontrer, de partager ensemble leurs problématiques et d'avancer de nouveaux projets collaboratifs. En particulier, des dernières rencontres professionnelles sont nés le besoin d'une réflexion sur une web TV universitaire avec des décrochages locaux dans les différents établissements. Voilà un exemple d'une ressource qui a été primée, mais je crois que je suis trop longue. Donc je vais continuer sur ce que ces UNT nous ont permis de faire. Ce soutien à cette politique de l'université numérique thématique a permis implicitement un soutien à l'innovation, puisque les universités numériques thématiques, rassemblant des enseignants et des ingénieurs pédagogues, ont permis d'être un terreau propice à la création de nouveaux projets et à l'innovation. Gilbert a cité dans son exposé UTOP, il y a eu aussi TIL dans le domaine de la santé, de nombreux projets dans le cadre des investissements d'avenir des grands emprunts français, avec le besoin constaté en commun de nouveaux outils
de nouveaux outils, par exemple, pour produire à moindre coût des jeux sérieux, ou pour enrichir les plateformes Moodle, ou pour travailler sur la qualité des productions numériques. L'innovation aussi au niveau de ce qui peut être fait par une veille collective, par exemple l'entrée dans le web sémantique ou des web documentaires comme celui-ci dans les murs de la Casbah. Je vous invite à aller voir, c'est une production d'une UNT, c'est absolument magnifique et c'est tout à fait innovant et c'est vraiment d'une richesse. Ça a été fait par l'UOH et par l'Université de Rennes 2. Voilà, donc, et puis des outils d'apprentissage en réseau. On a parlé des MOOC. Les MOOC ne sont pas la seule forme d'apprentissage. Couplés avec un réseau social et émergé du NIT, on a vu avec le soutien du ministère la création d'un outil gratuit, donc, qui peut être utilisé, qui s'appelle Perform. Et voilà une des applications qui, depuis votre mobile ou depuis n'importe quel terminal, vous permet d'accéder à des cours. Là, c'était Parlez-vous chinois, d'apprentissage de la langue chinoise, avec des mises en situation et surtout un réseau social qui regroupe derrière des étudiants chinois et des étudiants français qui apprennent le chinois et dans le cadre d'une collaboration, l'exploitation de la multitude, les étudiants au service des étudiants. Alors, toutes ces dernières actions qui ont eu un bilan globalement positif ont permis d'être le socle pour un nouvel élan avec une vision globale pour une éducation numérique flexible, ouverte et ce que j'appelle inclusive, c'est-à-dire qui accepte tout le monde et n'exclut personne. Elle s'est déclinée sous deux formes, avec une loi pour la refondation de l'école en 2013 et une loi pour l'enseignement supérieur et la recherche en juillet 2013, donc tout récemment. Et j'ai cité ici la mesure 8, qui me paraît assez intéressante, puisqu'elle déclare qu'il faut faire entrer l'université dans l'ère du numérique en soutenant dans le cadre d'un plan national la mise en ligne des enseignements, le numérique comme outil pédagogique innovant, l'accompagnement personnalisé des étudiants et la formation aux nouveaux outils, et donc qui inscrit le numérique au cœur des préoccupations de l'enseignement supérieur. En particulier, une action concrète a été, entre autres choses, l'obligation d'avoir dans tous les établissements un vice-président numérique et aussi au niveau régional, et ainsi un réseau de vice-présidents numériques qui a pu se créer avec une animation, un partage et des stratégies communes qui peuvent s'établir. Notre précédente ministre, puisque vous savez, nous avons eu un remaniement la semaine dernière, donc Geneviève Fioraso, ministre donc jusqu'à la semaine dernière de l'enseignement supérieur de la recherche, a lancé le 4 octobre 2013 ce qu'on a appelé l'agenda numérique pour l'enseignement supérieur, avec 18 actions pour aider à la fois les étudiants, notamment avec l'orientation, l'aide au parcours professionnel, les formations flexibles et personnalisées, les enseignants, en prenant en compte les différents aspects liés au numérique et en particulier comment promouvoir dans la carrière d'un enseignant son implication par le numérique et la pédagogie, les institutions en leur permettant d'avoir une stratégie, des benchmarks adaptés, des projets d'envergure autour de data center et cloud, comme le vice-président de l'université ici a pu en parler tout à l'heure, et pour être attractif et conduire des collaborations à l'international. Cela a amené à la création de ce qu'on appelle France Université Numérique, dont voici l'adresse, et en particulier, pour résumer en quelques mots, France Université Numérique, c'est un organe d'animation et de coordination au niveau national du numérique sous tous ses aspects pour l'enseignement supérieur. Une première action est par exemple la mise en place de la plateforme MOOC avec les 37 MOOC dont Gilbert vous a parlé, fondée sur OpenEdX, donc un logiciel open source, et un certain nombre de fonctionnalités spécifiques. Je vous ai mis ici le lien vers le dernier MOOC qui a été ouvert il y a 2 jours, tout simplement parce qu'il me semblait être d'actualité. Son thème, c'est « Devenons acteurs des sciences du numérique ». Je ne peux qu'inviter tout le monde à s'y rendre. En guise de conclusion, puisque la question était, à partir de cette expérience, quel rôle pour la puissance publique, quelle stratégie nationale, voici à titre personnel quelques éléments qui me paraissent importants. C'est la nécessité de donner des outils pour l'ouverture, la collaboration et le partage, et ça doit être vu d'un point de vue national au moins, voire international au sein de plus grands espaces comme la francophonie ou l'Europe, afin qu'il n'y ait pas de barrières technologiques qui
viennent s'ajouter à d'éventuelles autres barrières. Il faut impulser des expérimentations et aider ensuite à leur généralisation. C'est le rôle d'une puissance publique de prendre les risques et d'aider les établissements à mener des projets innovants, de manière ensuite aussi à inciter, qu'en cas de succès, tout le monde à partager cette réussite. C'est aussi parce qu'il est important d'avoir des standards pour la fluidité et l'interopérabilité et que la garantie de l'usage des standards passe par des incitations nationales. On a parlé de la qualité. La question est qui atteste de cette qualité, et il faut bien un tiers hors de l'université, parce qu'il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut préserver et que le garant de ces valeurs peut être la puissance publique. En particulier, on parle beaucoup maintenant de traçage, de personnalisation. Je dirige une équipe de recherche sur le sujet. Je peux vous dire qu'avec des traces et des logs, on fait des choses absolument fantastiques, mais aussi terrifiantes, et que le respect de la vie privée doit être au cœur de toutes les applications développées. Il faut veiller à l'équité territoriale, que tout le monde puisse bénéficier des avancées du numérique et que personne n'en soit exclu. Il faut favoriser donc la mutualisation pour une meilleure rationalisation et une meilleure efficience. Et puis un rôle important, il existe de nombreux acteurs du numérique, des communautés disciplinaires, des communautés technologiques, des communautés de vice-présidents, donc des réseaux qui se créent, et il est important d'animer ces réseaux, mais aussi de les interconnecter pour que ne se créent pas des silos, mais que tout le monde travaille ensemble dans la même direction. Et puis bien sûr, un point essentiel, c'est qu'il faut porter à l'international nos acquis et nos valeurs, les partager, veiller pour voir ce qui émerge ailleurs et importer chez nous également ce qui se passe à l'international. J'espère que je n'ai pas trop dépassé le temps qui m'était imparti et je vous remercie de votre attention. En terminant, voilà. Merci, Madame Boyer, d'avoir partagé avec nous ce socle, cette stratégie française.